on a une capacité, et moi j'ai toujours trouvé ça assez bluffant, on a une capacité à trouver des solutions et à faire bouger des montagnes en très peu de temps pour répondre aux besoins du patient. Je veux dire, dès qu'il y a un problème qui se présente, le collectif se mobilise et c'est très transversal en plus. C'est-à-dire qu'on a des collaborateurs de tous les départements qui vont se mobiliser en mode task force sur un sujet quand il y a des pénuries, un problème quelconque. Et en un temps record, on arrive à trouver la solution et à servir les patients. C'est assez rare. Voilà. Il y a une vraie simplicité, je trouve, aussi dans la relation chez Sandoz. Et le projet du spin-off, c'est juste extraordinaire. Il faut tout réinventer. On doit réfléchir à qui on est et à qui on veut être. On doit le construire et le faire savoir. Il y a tout un tas de choses qu'on ne voit pas, qui sont du back-office, mais quand tu fais un spin, il faut repenser et refaire absolument tout du sol au plafond. Les systèmes, les politiques, les process, les outils, les systèmes, les processus de validation dans la prise de décision, etc. Et comme on se recentre sur notre ADN et sur ce qu'on est, puisqu'on a fait ce travail préliminaire de se poser la question, on veut le faire à l'aune de ce qu'on veut être. Au bout de 3 ans, Sandoz se rappelle mon souvenir en disant « Est-ce que tu veux revenir ?» Ok, très bien. Tu as vraiment fait l'exercice. Le spin, etc. Du salarié boomerang, quoi. Exactement, complètement. Et j'avais jamais oublié cette expérience Sandoz et je m'étais toujours senti à ma place, en fait. C'est très bizarre. Je me suis toujours senti à ma place dans cette boîte, pleinement accepté, épanoui, safe aussi. Ça, c'est aussi... Ouais, on parlera de ça. Vraiment une safe place. Reconnu, où on m'a toujours fait confiance. Cet épisode est réalisé avec le soutien de Sandoz France, fabricant de médicaments génériques et de biosimilaires. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Jérémy Malater, le DRH de Sandoz France. Bienvenue au micro de Pharma Minds. Bonjour Jérémy. Merci Nathalie. Bonjour. Ravi d'être là. C'est un plaisir, c'est même un honneur pour moi, parce que depuis le temps que je t'attends à ce micro... Ça va devenir gênant dès le départ. Presque une année. Je suis hyper honorée qu'on ait pu enfin avoir cet échange. Non, ça va pas être gênant, parce que ça va être plutôt génial. Pourquoi j'avais envie de t'avoir à ce micro ? En fait, parce que Sandoz, en ce moment, est... depuis quelques mois dans l'actualité, parce que ça faisait partie du groupe Novartis, et depuis le mois d'octobre 2023, 4 octobre 2023, Sandoz est devenue une entité indépendante. Et donc, voilà ce qui m'intéresse, voilà ce qui me passionne, de comprendre en fait ce que ça fait de vivre un spin-off. Quels sont les enseignements qu'on peut en tirer quand on a vécu ça, et puis d'essayer de comprendre en fait comment une nouvelle culture peut émerger, issue de la culture héritée. Et puis d'un point de vue personnel, je pense que c'est aussi hyper important. J'avais envie de t'avoir à ce micro parce que j'avais envie de comprendre en fait un leader qui incarne en fait cette transformation, ces changements. Et puis je pense que tu es quelqu'un qui n'a pas peur du jugement des autres, qui a vécu aussi des échecs, et j'ai envie de comprendre en fait comment tu as fait pour rebondir à travers tout ça. Donc moi j'adore ce programme. Et là, moi aussi, j'arrive à ça. Enfin. Oui. Est-ce que tu veux, pour commencer, nous parler un peu du métier de Sandoz ? Ouais. Alors, Sandoz, c'est un acteur majeur du générique et du biosimilaire. On est pionnier leader du générique et du biosimilaire. On est fabricant, donc en France, on a tout un tas d'usines, beaucoup en Europe et d'autres usines dans le monde qui servent les autres marchés. C'est une grosse maison, Sandoz, on sert 100 pays. Donc là, je suis vraiment sur le groupe. On traite 500 millions de patients par an. On a un programme aussi de développement de biosimilaires qui est assez fort. On a 25 biosimilaires en cours de développement aujourd'hui, alors qu'ils ne seront pas disponibles dans toutes les géographies, mais en tout cas, on se positionne vraiment comme un acteur majeur sur le sujet. 22 000 collaborateurs dans le monde. On est 300 en France. En France, on a une filiale de distribution, filiale commerciale. Ouais. Bon, 300 collabs.
Et voilà, et on vit une aventure unique, extraordinaire, qui est celle d'un spin-off, de quitter une maison dans laquelle on s'est toujours bien senti. Novartis, ça a toujours été quelque chose de bon pour nous. Et c'est aussi l'occasion pour nous, à ce moment-là, de se poser plein de questions, de faire plein de changements, de se poser des questions parfois philosophiques. Voilà. Qui on est, qui on veut être, qu'est-ce qu'on fait pour incarner ça aux yeux de la communauté médicale, aux yeux des patients, et aussi aux yeux des collaborateurs et des talents qu'on souhaite attirer. Donc c'est génial, c'est une aventure extraordinaire. Moment passionnant d'entreprise. Moment passionnant d'entreprise. Spin qui a été annoncé à l'époque où je n'étais plus chez Sandoz. Ouais, on va en reparler. Peut-être en parler avant. Donc cette histoire, ouais. Et voilà, et quand Sandoz s'est rappelé à mon bon souvenir, il m'a dit moi j'ai pas pu résister parce que c'est une expérience qu'on vit rarement dans une carrière en fait. D'accord. Génial. Pour revenir un peu sur ce monde en fait des génériques, je crois que je suis aussi hyper contente de t'avoir à ce micro pour cette raison. Le monde des génériques, des biosimilaires, c'est hyper important en fait pour l'écosystème de la santé aujourd'hui. C'est une manière de libérer du financement, du coup de donner de la place pour les innovations. Comment vous créez votre valeur, du coup, comment vous définissez la valeur que vous apportez du coup au système de santé aujourd'hui? Est-ce que tu peux donner quelques mots? C'est vrai que quand on fait du générique, on vend des produits qui sont les mêmes que nos concurrents, qui sont au même prix, puisque tout ça est très régulé, qui sont packagés quasiment à peu près de la même manière, avec des boîtes qui ont les mêmes formats, etc. Donc il faut pouvoir proposer quelque chose d'autre que le simple produit. Et donc ça va se jouer sur l'image de la marque aussi. Là, ça va jouer sur tous les services, les partenariats qu'on peut développer avec les professionnels de santé. Et pour dégager la préférence Sandoz, qu'on préfère délivrer du Sandoz ou travailler avec Sandoz plutôt qu'avec un de ses concurrents. Le générique, c'est un marché qui est très compétitif. Ouais, ça reste, c'est pas parce qu'il n'y a pas vraiment de marque que c'est pas concurrentiel. Non, du tout. Puis on a des positionnements qui sont un peu différents aussi. Certains ont une gamme OTC très développée, donc ils accentuent un peu le travail sur la marque. Il y a beaucoup d'acteurs du générique en France. Alors, il y en a 3 gros et on en fait partie. Et après, il y a tout un tas d'acteurs qui sont plus petits. Donc, c'est un secteur qui est très challengé. Et puis, on le sait, le générique, des marges et des baisses de prix assez récurrentes. Et c'est normal aussi. C'est comme ça que l'industrie et l'assurance maladie, le système de santé. C'est fonctionnel, c'est principe en fait du secteur. On contribue à pouvoir, et d'ailleurs, c'est un peu notre claim, c'est d'être pionnier dans l'accès aux médicaments pour les patients. On contribue à pouvoir, nous, acteurs du générique et biosimilaire, mais aussi tous ceux qui font de l'innovative medicine, pouvoir donner des produits, soigner des patients, et en développer et innover et faire de la recherche en dégageant des budgets de recherche et du paiement par le système de santé pour les autres. Donc c'est génial, c'est hyper même si tu as un métier de DRH, en fait ce que je trouve fascinant, c'est que on va être quand même aller chercher un ADN d'une entreprise, d'une marque, et finalement ça va pas se jouer sur des noms de produits ou d'un branding classique. Ça va se jouer à la fois sur autre chose et peut-être sur une préférence qu'on va être capable de véhiculer à plusieurs manières. Donc l'ADN des gens. Et puis après, on en discutera peut-être dans notre échange, mais il y a ce qu'on véhicule à l'externe, il y a aussi ce qu'on développe en interne en termes d'ADN justement et de culture. Et on refera probablement le bridge à un moment je suis parti sur ONU et pourquoi. Sandoz a une culture qui est forte. D'accord. Qui est très difficile à définir. Moi, je me suis toujours posé la question de pourquoi j'adore cette boîte et j'ai jamais su vraiment complètement répondre. Elle ne dit pas qu'on va pas avoir de réponse en écoutant. Pardon. Mauvaise intro. Mais tu vas trouver. J'ai envie de commencer en parlant de ton métier. En fait, le métier de DRH. Déjà, je trouve super cool en fait d'avoir à ce micro quelqu'un qui n'est pas le patron d'une structure, mais un nombre de co-tirs parce que ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus d'expert et ça permet aussi peut-être à plus de monde de s'identifier et de s'inspirer et d'avoir des leviers, voire de susciter des vocations en fait. Si j'ai suscité des vocations. C'est parti.
La position du DRH, qu'est-ce que pour toi on peut attendre en fait du DRH? Alors, c'est une bonne question. Alors, déjà peut-être avant de... On avait déjà à ce micro, il y avait Romain Lescure qui est déjà venu et qui a très bien parlé en fait de deux choses, la place du secret en fait dans ce métier. Et le côté ambivalent où il faut être à la fois tourné vers les collaborateurs, mais justement aussi tourné vers son Et c'est amusant manager. ce mot secret. Parce qu'en introduction, tu disais ça fait longtemps qu'on se parle et qu'on doit arriver enfin à concrétiser ça aujourd'hui. Et c'est vrai que ça veut dire ça aussi, je pense. Les DRH prennent un peu la parole. Oui. Parce que je pense que par nature, on préfère rester dans l'ombre. Alors pourquoi? Peut-être par la nature des sujets qu'on manie. Souvent, il y a un gros poids de confidentialité dans ce qu'on fait. C'est jamais trop le bon moment. Tu vois, tu parlais du spin tout à l'heure. Avant le spin, on ne prend pas la parole. Directement après le spin, on ne prend pas la parole non plus. Donc le RH est toujours un peu tenu à cette discrétion. Oui. Et je pense que par nature aussi, on se conçoit un peu comme des rôles de l'ombre. Tu vois, un peu dans la coulisse, un peu le DIRCAB, un peu le visiteur du soir du DG, et on n'aime pas forcément trop s'exposer. Donc, je me suis posé la question, je le fais ou je le fais pas. Parce que pour moi, il y a deux façons de faire mon métier. Il y a une façon qui est très institutionnelle, corporate, et il y a une façon de le faire où on est très dans la transparence et dans la vérité, et où on peut dire, écoutez, à ce moment-là, voilà les informations dont je dispose, voilà les informations que je peux vous communiquer, et il y a d'autres informations qu'à ce stade du projet, je ne peux pas vous communiquer, et c'est normal. En revanche, l'engagement que je prends devant vous, c'est à chaque avancée du projet et à chaque fois que je le pourrai, je vous dirai les choses. D'accord. Pareil pour conduire le dialogue social. Il y a deux façons de mener le dialogue social. Selon moi, après, je ne suis pas la science infuse non plus, et j'ai pas un track record super long, mais on peut mener les relations sociales de manière traditionnelle, c'est un peu commedia dell'arte, ou on peut le faire en vérité et se dire les choses, y compris quand elles sont désagréables. D'accord. Je vais te donner un exemple. NAO, négociation annuelle obligatoire sur les salaires. On peut passer 4 réunions à négocier le bout de gras pour gratter 0,5% d'augmentation, ou on peut rentrer en réunion en disant, écoutez, vous le savez, on est dans un groupe international, le budget d'augmentation vient des équipes reward du global. Le budget, c'est ça. Et effectivement, il n'y a rien à négocier là-dessus. Parce qu'on est dans un groupe. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, ça a aussi cette rigidité-là. Disons-nous les choses droit dans les yeux. Maintenant, de quoi voulez-vous qu'on parle d'autre? Qu'est-ce qui est important pour vous dans le cadre de ces négos et qu'on pourrait construire ensemble au service et au bénéfice des collaborateurs et du business? Dites-moi, à cette occasion-là aussi, quels sont les red flags? Si on n'arrive pas à conclure sur ces points-là, ça met en échec la négo. Qu'on y porte une attention particulière. Ça, on peut le faire. Moi, j'ai toujours préféré fonctionner comme ça. Certains, ça les déroute au début. Et du coup, tu as un exemple, je sais pas, d'issue de négo où tu te dis, le fait d'être rentré comme ça, en fait, c'était déjà plus sympa à vivre et c'était plus intéressant les issues et pour les collaborateurs, c'est à chaque négo, en fait, parce que on se dit les choses, parce qu'on est authentique, parce qu'on est vrai, parce qu'on a on a les vraies discussions sur les sujets sur lesquels on doit les avoir, en fait, plutôt que de tourner autour du pot. Et jouer un espèce de jeu de rôle où moi j'ai démarré plus bas et eux ont démarré très haut et à un moment on va se rejoindre. Non, à un moment, ça, on n'a pas de marge de manœuvre, on le dit. Et on se concentre sur ce qu'on peut discuter et ce qu'on peut améliorer. Et construire quelque chose. C'est vécu comment? C'est vécu comment? Perçu comment? Alors la première ça déroule, des partenaires sociaux. La première réaction, c'est de dire oui, donc en fait, c'est pas une négo, il n'y a rien à négocier. Si, pas sur ce sujet-là. Et il y a plein d'autres sujets qu'on peut discuter et on arrive à chaque fois à un accord, en fait. Et ça se fait de manière très apaisée et claire. Et c'est beaucoup plus efficient, je trouve. Et tu dis que tu amènes en fait, l'entreprise à un niveau un peu plus en ligne avec les attentes des gens aussi. Oui, et je trouve que c'est mieux considérer aussi le dialogue social et les partenaires sociaux parce qu'on a une vraie discussion d'adultes. Une valeur, droit dans les yeux, où on se dit vraiment les choses en sincérité. Et c'est une forme de respect, quelque part, de se dire les choses pour moi. Tout à fait. Donc, du coup, tu parles dans ton métier. Est-ce que tu parles dans cette histoire de vérité, en fait, de se dire vraiment les choses? C'est
C'est aussi la manière de parler à tous les collaborateurs. Ouais. Je crois qu'on peut le faire. Y compris quand c'est pas agréable. Mais je veux dire, cette vérité, en fait, de quelle manière tu as parfois en fait, fait l'expérience d'être vrai avec les collaborateurs, amène aussi une réciprocité de je sais pas si c'est de l'authenticité ou si c'est des vrais sujets en fait, que tu amènes. Je pense que le besoin d'authenticité, en fait, il est assez universel. Parce que dire les choses qui sont agréables, qui ne le sont pas, respecter l'autre dans ce qu'il est, dire aussi parfois ses propres doutes, ses propres sentiments. Enfin, on est tous des êtres humains, y compris quand on est un leader. On a parfois des doutes aussi, on a des inquiétudes. Moi, je trouve que le dire, pas tomber dans le pathos non plus, hein, voilà, mais de dire les choses comme elles sont, ça crée la confiance. Parce qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de maquillage. On ne se farde pas pour paraître. J'ai écouté le podcast de Karine l'autre jour qui disait, dès lors qu'on prononce le mot posture, on n'est plus dans l'authenticité. Bah oui, en fait. Et je crois même qu'elle disait aussi, moi je viens au bureau comme je suis à la maison. Parfois ça déroute un peu. Je suis pas un chien fou non plus. On a tous conscience qu'on est dans un monde et qu'on évolue dans un collectif et qu'on est tous différents et qu'il faut s'adapter aussi à tout ça. Et évidemment, et quand on s'intéresse à l'autre et quand on a un vrai goût de l'autre, on s'adapte. C'est la relation, c'est un processus d'adaptation permanente. Mais ça crée un truc qui est vrai et ça crée instinctivement de la confiance. Ok. Je l'ai beaucoup expérimenté, je le vois au quotidien. Enfin. Tu m'expliques ? Tu me donnes un exemple ? Un exemple. Où tu t'es senti peut-être décalé, parce que j'ai l'impression que là, c'est un DRH, mais qui n'est pas forcément complètement aligné avec les attentes du DRH qu'on peut avoir. Ouais. Non. Des choses, Alors, je ne sais pas si c'est pas aligné avec les attentes du DRH qu'on peut avoir. Je dirais que c'est peut-être pas aligné avec l'image classique du DRH. On a mauvaise réputation, les RH. Hein. Enfin, il faut... Oui. Bah, je ne dis pas oui, tu le sais. Non, mais on nous voit souvent comme déconnectés du business, un peu dans notre tour d'ivoire. Parfois, les gardiens du temple, empêcheurs de tourner en rang, etc. Moi, j'ai plein d'amis qui me disent ça. C'est pas la pharma, mais qui me disent ça de leur fonction RH dans leur entreprise, qui sont des grosses entreprises en plus. Moi, quand on me demande ce que je fais, je dis je suis DRH, ou je dis je fais des ressources humaines, et je dis toujours, mais en fait, je suis pas DRH. C'est-à-dire que je fais partie du collectif, je fais partie de l'équipe de direction, et j'ai une expertise RH. C'est pas pareil. Okay. Et donc, je pense qu'on peut, même quand on fait ce métier, rentrer dans les sujets business, d'abord, avec une expertise qu'on va apporter au collectif, mais pas vraiment uniquement avec le prisme du DRH, qui défend un peu sa position. Bon, c'est intéressant. J'ai envie que tu me parles du coup de cette expertise RH quand on parle d'un spin-off, quand on parle d'une culture du coup qui a été héritée, comment on doit créer quelque chose de nouveau. Comment on crée ça ? Quel est le rôle du DRH en fait dans cette étape de... Je sais pas ce que c'est aller chercher le meilleur en fait de ce qui existe. Alors, je suis en train de le vivre. Oui, bien sûr. On apprend en marchant et on est en train de vivre l'expérience tous ensemble. Du coup, ce que je cherche, c'est en gros la manière de regarder le sujet, quoi. Ouais, bien sûr. La façon dont on a pris le sujet, en tout cas nous, c'est de se dire, ok, on a été pendant des années une des divisions de Novartis, dans lequel on a toujours été très heureux. Mais aujourd'hui, on veut voler de nos propres ailes. Et donc, un peu comme un ado qui quitte la maison, quelque part, c'est le moment ou jamais de se poser la question de qui on est, qui on veut être, de faire ce travail d'introspection. Sandoz, c'est quoi ? Qu'est-ce que Sandoz a de singulier ? Alors, d'une part, en tant qu'employeur, d'autre part, en tant qu'industriel de la santé et du médicament, qui on est ? Et donc, ça fait un vrai travail d'introspection pour vraiment définir ce qu'on veut être et lancer des chantiers et travailler là-dessus. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un premier travail d'introspection pour redéfinir ce qu'on est. On le fait aussi en regardant notre histoire.
parce que Sandoz a une histoire aussi forte, donc on ne va pas se couper de nos racines et de nos valeurs, etc. Donc, premier travail d'introspection. Après, même si voilà, il y a quelque chose qui découle du global, c'est une société qui est... Oui, mais en fait, comme il y a une culture qui est forte chez Sandoz et qu'elle est assez harmonieuse partout dans toutes les géographies, on a une culture entrepreneuriale qui est très forte, on a une rapidité dans l'action qui est très forte, on a une capacité, et moi j'ai toujours trouvé ça assez bluffant, on a une capacité à trouver des solutions et à faire bouger des montagnes en très peu de temps pour répondre aux besoins du patient. Je veux dire, dès qu'il y a un problème qui se présente, le collectif se mobilise. Et c'est très transversal en plus. C'est-à-dire qu'on a des collaborateurs de tous les départements qui vont se mobiliser en mode task force sur un sujet quand il y a des pénuries, un problème quelconque. Et en même temps record, on arrive à trouver la solution et à servir les patients. C'est assez rare. Voilà. Il y a une vraie simplicité, je trouve, aussi dans la relation chez Sandoz. D'accord. Moi, typiquement, j'ai travaillé 4 ans chez Sandoz entre 2016 et 2020, où j'étais au sein de l'équipe RH à cette époque-là. J'ai quitté Sandoz pour prendre un poste de DRH dans un autre labo, Innovative Medicine, qui s'appelle Astellas, dans lequel j'ai passé 3 ans. C'était un déchirement pour moi de quitter Sandoz parce que j'adorais cette boîte, mais c'était une très belle opportunité et un vrai choix, un vrai coup de cœur de rejoindre Astellas et ce poste. Bon. Au bout de 3 ans, Sandoz se rappelle mon souvenir en disant est-ce que tu veux revenir Ok, très bien, de quoi on parle. Tu as vraiment fait l'exercice. Le spin, etc. Du salarié bon rang, quoi. Exactement, complètement. Et j'avais jamais oublié cette expérience Sandoz et je m'étais toujours senti à ma place, en fait. C'est très bizarre. Je me suis toujours senti à ma place dans cette boîte, pleinement accepté, épanoui, safe aussi. Ça, c'est aussi assez... Ouais, ça, on parlera de ça. Vraiment une safe place. Reconnu, où on m'a toujours fait confiance. Ça se donne et ça se gagne, la confiance. Ça, c'est aussi un mouvement perpétuel, mais où on m'avait confié des projets, des sujets qui étaient complètement hors de mon scope. Et c'est une entreprise dans laquelle on peut faire tout ça. Et je pense que c'est ce mélange de tout ça, de confiance, de donner leur chance aux jeunes aussi, et aux moins jeunes sur des sujets qui ne sont pas les leurs, de faire des choix parfois un peu audacieux, tu vois, dans les mobilités internes. On peut faire des choses qui sont très, très audacieuses, des gens qui changent complètement d'expertise métier. Mais juste parce qu'ils ont, juste parce qu'ils ont le mindset et les soft skills pour. On a fait des transferts de la finance vers les lancements. Ah oui. Rien à voir. Et pourtant, la finance, c'est quoi ? C'est des chiffres, c'est de la planification, c'est de la compréhension du business. Quand tu es contrôleur de gestion, il faut que tu comprennes ton business. Et c'est de l'organisation, la méthodo, etc. Gérer des lancements, c'est exactement la même chose. J'oublie en plus que la finance est en interconnexion avec absolument tous les départements. Et le launch, pour préparer un lancement, est aussi en interconnexion avec tous les départements. Donc sur le papier, ça n'a rien à voir. En vrai, ça marche. On a fait des transferts du générique vers le similaire et réciproquement. D'accord. Qui, de base... Et du coup, c'est quoi la raison qui fait que oser des choix comme ça, c'était possible? Il y a tout ce que tu dis de... c'est safe. En pratique, c'est que souvent, on va être confronté soit à une réticence de quelqu'un qui va dire non, et puis après, du coup, il va falloir assumer et faire ses preuves pour être capable de faire quelque chose comme ça. Pourquoi ça peut se passer, en fait? Ouais. On a, je pense, un vrai goût de l'audace. Voilà. Et on fait profondément confiance, en fait, en l'intelligence individuelle et collective. D'accord. On a un nombre très, très important, chaque année, de missions qu'on confie à des collaborateurs qui ont envie de se développer sur absolument autre chose que leur métier actuel. Et donc, je crois qu'on avait l'an dernier une 30aine de missions, quelque part, pour un effectif de 300 collaborateurs. C'est peu et c'est beaucoup à la fois. Et ces collaborateurs-là ont eu l'opportunité et la chance, pendant 6 mois, 1 an, de faire on top de ce qu'ils font déjà, quelque chose de complètement différent. Et de développer une expérience complètement différente. Et des compétences additionnelles. Alors que de base, c'était pas évident. Ouais.
Est-ce que tu veux revenir sur cette histoire du coup, tu étais dans une autre entreprise pour un poste, en fait, et tu es revenu. En gros, qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce que surtout tu avais envie aussi peut-être d'aller apporter de nouveau à une entreprise que tu avais bien aimée? Alors, ce qui m'a manqué, c'est clair. Enfin, ce qui m'a manqué. Pas manqué. Oui, c'est pas manqué parce que j'étais très épanoui chez Astellas. J'ai appris beaucoup de choses et ça m'a beaucoup fait grandir l'expérience Astellas. Donc, c'était génial. Je regrette absolument pas, bien le contraire. Ce que je n'avais pas, c'était cette culture. Et ce qui m'a aussi plu dans le projet, parce que moi j'aime les projets, tenir une position sur laquelle il n'y a pas grand-chose à faire. Le spin-off qui te... Mais le projet du spin-off, c'est juste extraordinaire. Il faut tout réinventer. On doit réfléchir à qui on est et à qui on veut être. On doit le construire et le faire savoir. Il y a tout un tas de choses qu'on ne voit pas, qui sont du back-office, mais quand tu fais un spin, il faut repenser et refaire absolument tout du sol au plafond. Les systèmes. Les politiques, les process, les outils, les systèmes, les processus de validation dans la prise de décision, etc. Et comme on se recentre sur notre ADN et sur ce qu'on est, puisqu'on a fait ce travail préliminaire de se poser la question, on veut le faire à l'aune de ce qu'on veut être. Donc, une entreprise qui est peut-être un peu plus agile, qui va un peu plus vite sur un marché qui est très challengé. Et donc, on doit se poser les questions de est-ce que fonctionner comme ça, c'est la bonne façon de faire? Non, on va faire sauter des étapes de validation parce qu'en fait, on fait de la sursécurité et ça n'est pas nécessaire. Voilà. Souvent, l'assise mort. Voilà. Et donc, on repense tout ça et on démonte tout et on remonte tout d'une manière un tout petit peu différente. Okay. Donc ça, c'est juste passionnant. Et pour finir de répondre à ta question, tu pars, tu reviens, c'est très bizarre. Parce que tu reviens et tu te dis, à la fois, rien n'a changé. Tout a changé, ça a changé. Et tout a changé. 3 ans. C'est pas énorme. Bon, déjà, toi-même, tu as changé. Ouais. Et c'est normal. Avec les rencontres qu'on fait, les expériences qu'on a, on évolue. Et c'est ça qu'on cherche aussi. Hein. C'est ça qui est beau. Mais tu reviens. Alors, tu reconnais tout un tas de collaborateurs parce que tu as travaillé avec eux pendant 4 ans et c'est un vrai plaisir de les retrouver. Puis tu en découvres tout un tas de nouveaux aussi et c'est super parce que tu découvres des nouveaux talents. Et dans la façon de travailler, dans la façon de faire, dans les sujets, tu te dis alors attends, je reconnais quand même un paquet de choses et j'ai l'impression que c'est plus la même boîte non plus. D'accord. C'est très amusant. Ouais. C'est une vraie expérience. Hein. C'est génial, je trouve qu'un DRH puisse vivre ça, parce qu'en fait, c'est toujours pareil, il y a des sujets, des concepts qu'on voit émerger. Là, en ce moment, le concept d'employé boomerang, il sort aussi beaucoup. Et comme toujours, c'est pas du tout la même chose entre des théories, un concept, et la réalité quand on l'a vécu. C'est assez... bien sûr. Ça se vérifie tout le temps. Donc, du coup, en gros, c'est quoi le learning, ou je sais pas, comment tu parles maintenant de ces employés boomerang? Peut-être que tu es plus, compréhensif, tolérant. Alors moi, tu l'étais? Moi, j'ai toujours été très tolérant. Et du coup, est-ce que c'est un concept avec lequel tu es hyper à l'aise et où tu dis, oui, non, il y a des no-go pour faire ça quand même? Parce qu'on peut dire que c'est quand même, on peut dire, ok, c'est quand même, ça doit paraître bizarre, il est parti, il a mis quelque chose. Je veux dire que ça dépend. Ça dépend des conditions du départ. Ouais. Si on sait qu'ils étaient bons amis, c'est un bon préalable. Et ça dépend des raisons du retour aussi. Ouais. Est-ce qu'on revient parce qu'on a un vrai projet, tu vois? Oui, c'est un vrai, oui. Voilà. Donc, moi, c'était la boîte qui me plaisait, la culture, etc. Et le projet de Spin. Et tu penses que c'est quasi plus difficile de revenir quand on a déjà été là ou pas? Est-ce que c'est plus difficile de revenir quand on a été là? Je pense que si c'était sur la même position, strictement la même, oui. Là, c'est pas la même position. Quand je dis plus difficile, c'est peut-être plus challengeant pour toi, parce que tu connais tellement la maison que tu te dis, ok, je veux faire plus que si j'étais marqué. Il y a un côté confortable malgré tout, parce que tu arrives un peu en terrain connu. Oui, même si c'est en avance. Même si ça a beaucoup changé, tu as déjà les codes. Donc ça, c'est pas rien. Non. Prendre les codes d'une les réseaux, c'est toujours simple. Tu as déjà les codes, tu sais comment l'entreprise fonctionne, tu connais le portefeuille de produits. Quand tu es très orienté business, comme c'est mon cas, tu gagnes quand même beaucoup de temps, même s'il y a eu des lancements depuis, etc. Mais bon, c'est pas... Tu connais les limites aussi. Tu connais aussi... Exactement, c'est exactement ce que j'ai dit. Tu connais
tout ce qui fonctionne bien, mais aussi tout ce qui fonctionne moins bien. Ouais, que t'achètes quand même. Bah oui, parce que tu viens en connaissance de code, donc et puis le monde idéal n'existe pas. Bien sûr. Je veux dire, faut quand même avoir conscience de ça. Hein. C'est pas toujours. Non, mais c'est une balance. Hein, Ouais, c'est pas toujours mieux ailleurs. L'herbe est plus verte que là où on l'arrose. Ah, c'est joli ça. Ouais. Je l'ai il y a pas longtemps. Je vais te l'appliquer, c'est Ouais. celui-là. J'aime beaucoup. Si tu veux, ça prête. Et voilà, donc ça dépend de la façon dont tu es parti, et ça dépend de pourquoi tu reviens, quelles sont les motivations profondes du retour. Quand c'est pour un projet, quand c'est une envie qui est forte de revenir, entre guillemets, à la maison, pourquoi s'y opposer? Et puis une carrière professionnelle, aujourd'hui, c'est beaucoup moins linéaire que c'était une époque. Est-ce qu'on sera toujours dans la pharma? Je ne sais rien. Est-ce qu'un jour, je ne vais pas changer complètement de vie, comme certains le font, y compris dans cette pièce et même aller très loin. Ne jamais dire jamais dans la vie. Exactement. Voilà. Ne jamais insulter l'avenir. Il ne faut jamais insulter l'avenir. Peut-être qu'à un moment, j'aurai envie de tout à fait autre chose. Beaucoup plus dans la nature. Ça n'a rien, tu vois. mais c'est super. C'est super. On verra. Bien sûr. Est-ce que tu avais pris ça comme... je provoque. Est-ce que tu as pris ça comme un échec, le fait de partir et revenir? Ou pas? Comment tu l'as vécu? Alors, non, pas du tout, parce que à chaque fois, ça a été mon choix. Ça a été un choix réfléchi. Je ne suis pas du genre... alors, autant je suis un garçon qui est très cash et très spontané, autant je suis un garçon qui est aussi très réfléchi, et ces choix-là ne se font pas à la légère. Donc, le choix de partir de Sandoz pour rejoindre Astellas, c'était un vrai choix. Voilà. Qui était très difficile, parce que, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et le choix de revenir était un vrai choix aussi. Donc, échec, non. Et puis, quand bien même, soit débattons de l'échec. Non, mais, on a déjà parlé de Karine, mais le droit à l'échec ou le devoir à l'échec, c'est... je sais pas, j'ai quand même le sentiment que le fait de partir et de ramener 3 ans d'expérience professionnelle qui viennent d'ailleurs, c'est aussi une valeur inestimable. Ah bah oui. Parce que quand tu reviens, tu vois, comme tu dis, tu as beaucoup changé. Tu as forcément appris beaucoup plus en allant dans... Oui, parce que j'ai appris... Déjà, j'ai découvert... notre secteur, non, c'est de la pharma toujours, mais c'est pas du générique et du biosimilaire. Donc, ça me permet de voir aussi et d'apprendre comment ça fonctionne. Astellas, c'est un laboratoire japonais. En termes de culture, c'est aussi marqué. C'est intéressant de travailler pour une boîte de culture japonaise, même si la France est une filiale commerciale, mais ça diffuse au sein de l'organisation. Donc, t'apprends ça aussi. Tu fais des choses qui sont différentes de ce que tu as fait précédemment, parce que le contexte business n'est pas le même, parce que le business model n'est pas le même, etc. Je pense qu'il y a des momentum aussi dans des entreprises. Tu peux rejoindre une entreprise à un moment donné, avoir un agenda pour l'amener et la faire évoluer, notamment sur les sujets de culture, d'un point A à un point B. Et après, tu t'en vas et tu vas faire autre chose. Mais le point A d'Astellas, par exemple, n'est pas le point A de Sandoz aujourd'hui. Donc, mon agenda sur ces sujets-là sera complètement différent, bien qu'on traite du même sujet. Et donc, oui, je reviens plus riche et plus aguerri de tout ça. J'ai envie de parler d'un autre sujet avec toi, vu qu'on est sur des histoires avec un DRH. C'est cool de parler de génération. Oui, les carrières sont beaucoup plus fragmentées aujourd'hui. Oui, il y a peut-être des sujets où c'était peut-être des tabous à une certaine époque de faire un acte de traîtrise envers une crèmerie et de ensuite revenir. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. C'est ce que tu montres, c'est très décomplexé. Comment tu vois ta place? Tu es face à un micro aujourd'hui, tu es un DRH, tu vois qu'il y a des manières de faire qui sont peut-être des générations un peu plus expérimentées. Il y a aussi des attentes et des manières de faire de plus jeunes générations. Comment tu te comportes en fait avec ça, en fait, ce sujet des générations? Comment tu mets les choses et travaille avec, construit avec ça? C'est un sujet qui est pas facile et qui est vraiment qui a vraiment plein de facettes. Moi-même aujourd'hui, quand j'ai des discussions parce que ça m'amuse
avec des jeunes qu'on a chez nous en alternance, etc. Ouais. Je commence à me sentir en décalage. Ouais, je vais avoir une demandé, est-ce que tu comprends tout? Et non. Ok. Et je ne me considère pas comme un bien vieux non plus, tu vois. Mais tout va tellement vite. Donc voilà, et c'est super parce qu'il bouscule. Et je pense que... C'est quoi que tu comprends pas? Comment? C'est quoi que tu comprends pas? Ouais. Alors, il y a toute une partie de ce qu'ils utilisent aujourd'hui pour communiquer, d'applis, de machin, etc., qui clairement me semblent complètement étrangers. Pourtant, je suis très connecté. Bon, prenez pas. Ils ont parfois aussi un rapport au matériel, à l'entreprise qui change. Les générations X, Y, de base, alors là, j'enfonce des portes ouvertes. Oui, c'est peut-être des portes ouvertes, mais c'est pour revenir en fait sur comment un DRH crée une unité ou du lien entre les gens. Parce que je pense qu'il faut arriver... c'est des tendances en fait qui émergent. Et, voilà. Je pense qu'il faut arriver à maintenir le dialogue entre tout le monde et l'ouverture d'esprit entre tout le monde. D'accord, oui. Donc il y a les apps, il y avait l'attachement. Il y a l'attachement à l'entreprise, il y a, je pense aussi, en rapport, c'est pas à l'argent, mais c'est à la possession, par exemple. Tu peux avoir des discussions avec des générations très récentes qui sont pas du tout intéressées par un CDI, aucun intérêt, qui n'ont aucune intention d'acheter un appart, c'est pas leur projet, qui te disent quand tu les recrutes, c'est un CDD, très bien, parce que dans 6 mois, je peux faire un tour du monde. Ils ont peut-être raison, hein, d'ailleurs. C'est peut-être eux qui ont raison, en fait. Et donc, ça bouscule les modèles et ça bouscule les schémas qu'on a préconstruits. Mais c'est l'avenir. Parce que non seulement c'est l'avenir de nos collaborateurs, c'est eux qui vont faire l'entreprise de demain. Et puis, ce seront aussi les dirigeants de demain. Il y a un moment, ça va arriver et c'est très bien. Et donc, tout ça va être encore plus bousculé. Mais je vois déjà que les crispations qui pouvaient exister entre les différentes générations ont un peu été perturbées par, pas le Covid à proprement parler, mais par l'ouverture des vannes complètes sur le télétravail et l'hybrid working. Voilà. Ce qui, au départ, défrisait un peu certains collaborateurs plus seniors ou managers plus seniors. Je suis vraiment dans le cliché, dans le stéréotype, donc il faut vraiment parler. C'est pour grossir notre trait pour comprendre. Ce qui les défrisait un peu à ce moment-là, finalement, est devenu aussi une de leurs aspirations, voyant tout ce que ça peut apporter en termes de qualité de vie, en termes de performance, etc. Et ils se sont aussi inspirés de ces jeunes générations pour qui c'était absolument évident. Ça a un peu débloqué certaines positions. Ça tire tout le monde vers le haut. Oui. Enfin, en fait, c'est une évolution qui est finalement un peu naturelle. Après, la vie, c'est un éternel recommencement, c'est des cycles, on verra ce qu'il en sera. Oui, et puis, puis il y a quand même, là aussi, c'est encore une porte ouverte, mais c'est toujours des générations un peu plus âgées qui sont les leaders, donc c'est toujours eux qui vont continuer de prendre des décisions. Ça change un peu, ça. Ça change un petit peu, mais voilà. La question, c'est rester attractif, c'est faire des choix qui collent au monde d'aujourd'hui. Ça, en fait, c'est un peu les deux choses qui sont donner envie et être performant, quoi. Ouais. Et je crois qu'on est... Alors, c'est aussi ça qui me plaît chez Sonda. Je crois qu'on est assez exemplaire là-dessus. Quand on regarde notre comité de direction, bon, déjà, il est absolument paritaire homme-femme. Bon, tu me diras, rien d'exceptionnel dans la pharma, c'est assez traditionnel, mais voilà. Il est très jeune, ce comité de direction. Ok. Oui, mais de toute façon, ça a du sens par rapport à ce que tu disais de... déjà, de faire confiance. Voilà, on ose des trucs RH. D'oser peut-être un peu plus. Je ne sais pas, bien qu'on n'a pas besoin d'être jeune pour forcément oser et être audacieux, mais parfois, ça joue. Et il est assez représentatif de notre effectif. Hein. On a un effectif qui est assez jeune chez Sonda. C'est hyper intéressant. Et ces histoires de génération, c'est aussi intéressant pour les plus expérimentés, les plus âgés. Est-ce que vous avez peut-être des exemples de, je sais pas si ça s'appelle reverse mentoring, ou en gros, utiliser en fait l'expérience des plus âgés, si je sais pas quel est votre âge moyen de l'entreprise, mais... Ça, j'avoue qu'on pourrait progresser là-dessus. Et on en parle d'ailleurs, on en a parlé avec les partenaires sociaux. On a envie de développer quelque chose. C'est un sujet sur lequel on a envie de travailler. Parce que les seniors,
sont justement très en demande de ça. Bien sûr, parce que tu as d'aspiration aussi, de transmettre. Ouais, il y a une grosse aspiration sur la transmission. Et pas forcément du savoir d'ailleurs. Vraiment un acte généreux et gratuit de transmettre toute l'expérience que tu as accumulée. Certains le font en dehors de l'entreprise, en faisant du mentoring d'étudiants, de jeunes, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut développer en interne. On ne le fait pas assez, ça encore. D'accord. Ouais. De plus en plus, ça se sent en fait. Ouais. Ça s'évoque. Maintenant, pour terminer un petit peu, parlons de toi. Tu nous as déjà expliqué que tu étais très, très authentique. Mais j'aimerais que tu commences peut-être par aborder un petit peu, par évoquer le sujet de ces prises de conscience de soi, de ces valeurs, de ça. Tu m'avais parlé d'une image, l'histoire de la colonne vertébrale. Comment tu parles de ça? Comment tu le conscientises, en fait? Alors, c'est assez libre, en fait, et c'est assez, je sais pas si c'est instructif, je pense, ta manière de... Ok. Moi, je pense que, et quelle que soit notre position, pour impacter positivement notre environnement, qu'on soit collaborateur, manager, membre du comité de direction, au global ou que sais-je, pour impacter positivement son environnement, il faut être d'abord fondamentalement bien dans ses baskets. Voilà. Et donc, je pense que si on veut être un grand leader, il faut faire ce travail d'introspection qui est infini. Donc, c'est absolument excitant d'essayer de comprendre qui on est vraiment. Mais c'est aussi terriblement effrayant parce qu'en fait, c'est un travail qu'on ne terminera jamais. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Comprendre qui on est, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à accepter, quels sont nos drivers. Je pense que c'est aussi hyper important d'accepter ce qu'on ressent. Voilà. On a tendance à penser que plus on monte dans l'organisation, moins on ressent les choses. On doit ressentir. On est tous des êtres humains. Plus on doit ressentir quasiment. Ouais, on est tous des êtres humains. Il faut aussi accepter, je pense, qu'on est tous imparfaits. Déjà, quand on l'accepte, quand on le sait, quand on l'accepte, on se sent beaucoup mieux derrière. Et puis surtout, on peut activer le travail qui va avec. Donc déjà, voilà, savoir qui on est, son socle voilà. Et à ça, je relie le socle de valeurs, qui pour moi est très important. Et je pense que c'est à cette occasion-là qu'on a eu cette discussion sur la colonne vertébrale, etc. Moi, j'ai la conviction profonde que quand on a un socle de valeurs qui est fort et qui est clair pour soi-même, et qu'on peut aussi l'expliquer aux autres, on est beaucoup plus solide. Alors, j'ai pris cette image une fois et j'ai comparé le mammifère avec la colonne vertébrale et l'insecte avec la carapace. Pour moi, les valeurs, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Quand on a un socle de valeurs qui est fort et qu'on le connaît soi-même, moi, je représente ça comme une colonne vertébrale. Moi, c'est vraiment ma colonne vertébrale. C'est-à-dire que quand je suis challengé par l'environnement, par les décisions, par je ne sais quoi, on fait des métiers qui ne sont pas faciles aussi quand on est DRH. Il y a un truc qui tient toujours. Il y a du stress, il y a de la pression. Voilà, il y a du stress, il y a de la pression, il y a des décisions qu'on doit mettre en œuvre, prendre, qui sont des décisions difficiles. Mais en même temps, c'est quoi le rôle d'un leader si c'est pas de prendre des décisions difficiles et de les incarner et de les porter, de les expliquer pour le bien du business et des collaborateurs. Si on ne prend pas de décision, ça ne sert à rien, en fait. Donc, quand c'est difficile, quand ça tape, en tout cas, c'est comme ça que je le dis moi, il y a un truc qui tient à l'intérieur, c'est la colonne vertébrale et c'est les nerfs. Donc, tu peux prendre un coup, on peut te couper un doigt, etc. La colonne, elle tient. D'accord. Que j'oppose à d'autres personnalités qui fonctionnent un peu différemment, qui ont peut-être pas fait ce travail et qui ont tout misé plus sur l'apparence, sur l'image, sur quelque chose d'un peu moins authentique aussi. Et c'est les insectes dont je parle, qui, en fait, l'insecte ne tient que par la carapace. Tout ce qui est à l'intérieur est de nous, et ce qui tient l'animal, c'est ce qui est autour. C'est le principe. Ouais. À la différence des mammifères, où c'est à l'intérieur. Et donc, pour moi, les insectes qui n'ont pas fait ce travail plus poussé sur les valeurs, sur l'authenticité, etc., dès que l'environnement les chahute, ils prennent le risque que la carapace, à un moment, craque. Se fait, ouais. Voilà. Ouais. Et une fois qu'elle craque, tout ce qui est à l'intérieur coule. Et c'est très douloureux, et je l'ai déjà observé ça. Des situations assez compliquées, des moments de carrière assez difficiles.
où en fait la carapace se fissure complètement et tout s'écroule. D'accord. Voilà. Donc, je t'invite, ou construire si tu veux bien, à réfléchir à c'est quoi. Voilà, quel est notre commandement. Construire ses vertèbres, en fait. Ouais. Parce que finalement, c'est jamais trop tard. Mais c'est un process. Il faut bien commencer. Et je crois que c'est important et je crois que les collaborateurs le sentent. Quand on est... il y a plein d'expressions dans le langage courant, tu vois, droit dans ses bottes, etc. C'est des choses qui sont imagées aussi, mais il y a une certaine chose il y a une certaine image de verticalité et d'appui. Quand on est bien dans ses... Garder la tête haute, j'entends. Oui, aussi. Ouais. Voilà, mais tu vois, il y a quand même quelque chose qui repose sur l'appui et sur la verticalité. Quelque chose qui tient, qui est solide. Et moi, je pense que l'organisation et les collaborateurs, et même sa propre équipe, le sent. Pour moi, merci. Je pense que c'est des infos assez profondes, transmises avec une image. Après, chacun fera ce qu'il plaît, ce qu'il a envie. Mais j'aimerais que tu fasses un petit peu le lien avec la notion de sécurité. Parce que la sécurité du leader, même si des collaborateurs, pour être compris, en fait, dans ses choix, dans des choses où parfois ça peut être osé, ou parce que, comme tu dis, parfois il y a de l'émotion aussi qui est autour. Comment, toi, tu dis que tu as ressenti beaucoup de sécurité chez Sandoz, par exemple. Comment ça se construit à quel moment, en fait, c'est... j'ai l'impression que quand même, cette notion de sécurité, c'est très lié à la confiance et que c'est quand même indispensable pour avoir tout le reste. Ouais, bien sûr. Alors, oui, c'est lié à la confiance, indiscutablement. C'est lié aussi, je pense, à un devoir d'exemplarité du top management. Ouais, ok, d'accord. Montrer l'exemple. Montrer l'exemple. On apporte en fait un cadre. On apporte un cadre aussi. On apporte un référentiel de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas. D'accord. Moi, je trouve qu'avant tout, un leader... Alors oui, évidemment, il doit développer et porter une vision, il doit développer une stratégie et après s'assurer qu'elle est mise en œuvre. Mais je pense qu'avant tout, il doit incarner quelque chose. Et ça, j'en suis vraiment convaincu. On a une valeur d'exemple. On doit incarner les valeurs qu'on porte, d'où le travail préalable sur les valeurs qui est important pour moi, pour que ce soit authentique, justement, et vrai. Ouais. Mais on doit incarner quelque chose. Et quand on incarne ce quelque chose, les collaborateurs et l'ensemble de l'organisation comprennent de manière très simple et intuitive ce qui est admis dans l'entreprise et ce qui ne l'est pas. De la même manière, je vais parler d'un sujet qui est un peu bizarre, un peu désagréable, mais il nous arrive, en tant que DRH, d'être confrontés parfois à des situations individuelles compliquées, de collaborateurs ou de managers qui n'ont pas un comportement adapté. Voilà. Et moi, j'avais un ancien patron, donc c'était avant, quand j'étais chez CFAO, qui m'a beaucoup inspiré à l'époque, et qui disait toujours, avec moi, c'est fromage et dessert. C'est pas l'un ou l'autre. La performance sans le comportement ne vaut rien. Je préfère me passer d'un super performeur, s'il n'a pas le comportement même adapté, que le garder. Et c'est toujours un choix cornélien, parce que quand on a un hyper, voilà, quand on a un hyper, mais qui pose quand même quelques problèmes en termes de valeur, en termes de comportement, qui n'est pas raccord avec les valeurs de l'entreprise, ça peut être tentant de se dire, bon, allez, on va attendre un peu, parce que quand même, il est très important pour le business, etc. Et je pense que quand on prend ces décisions-là, qui sont des décisions difficiles, parfois de s'en séparer, on fait des choses bien, on n'est pas obligé d'être brutaux, etc. Il n'y a aucun problème. On peut se séparer de collaborateurs en faisant les choses très très bien. Ça envoie un message à ceux qui restent. De sécurité. Bah oui. Ouais. En disant, ce comportement-là n'est pas acceptable. Okay. Et d'ailleurs... On va me protéger. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, si ce n'est dans 100% des cas, déjà vécu. On n'a même pas besoin de l'expliquer. Parce que les collaborateurs n'ignorent pas qu'il y a un souci. Et donc, quand ils voient qu'à un moment, la direction s'en saisit et se sépare de ce collaborateur, il n'y a pas besoin de faire l'explication. Et du coup, ça envoie un signal de dire, ça n'est pas admis. Ok, donc là, tu touches un peu quand même la notion de courage. Aussi. C'est important pour un leader, je pense, ouais. Vraiment.
Donc voilà, donc incarnation, prise de décision. Voilà. Ça peut être une décision dans le sens aussi, hein, de promouvoir quelqu'un qui a un comportement exemplaire. D'accord. Qui est un vrai leader, un vrai entraîneur d'équipe, etc. Et quand on le fait évoluer dans l'organisation et qu'on l'expose, ça renvoie aussi un signal aux collaborateurs en disant voilà, ça c'est ce qu'on attend d'un leader, et regardez, on le reconnaît et on encourage ça. Canon. Ça se fait par petites touches. Ouais, canon, c'est hyper... Et je pense qu'il faut être hyper humble là-dessus, parce que sur tous les sujets de culture, sur les sujets de conflit... Il n'y a pas de vérité. Non, alors déjà, il n'y a pas de vérité. Ensuite, ça ne se décrète pas. Bon, ça se fait évoluer, je pense, et ça s'influence pas à pas. Si possible, avec un effet cliquet, pour ne pas revenir en arrière. Et je pense que c'est aussi très fragile. Particulièrement la partie sécurité. C'est-à-dire que si à un moment... Ouais, tu reviens en arrière, tu ne pas. Si à un moment, il y a un leader qui ne prend pas les bonnes décisions, ok, toléré, mais... on peut avoir un effet retour assez rapide. Donc c'est quelque chose qu'on s'attache à regarder de près, toujours. D'accord. Intéressant. Bon, est-ce que tu veux nous raconter, toi, un secret sur toi, comment tu as construit ta colonne vertébrale, qu'est-ce qui fait que tu arrives à être droit dans tes bottes? Ah bah, tu crois que c'est passé cette discussion? Alors, dans tous les questionnaires de personnalité, enfin pas tous parce qu'ils n'évaluent pas tous la même chose, mais il se trouve que dans un, en tout cas, un de mes prismes d'entrée dans une situation, c'est toujours les valeurs. Est-ce que ce que je m'apprête à faire ou ce que l'on me demande de faire est juste et raccord avec mes valeurs, etc. Donc je pense que de base, je suis un peu constitué comme ça. Alors, est-ce que c'est pour ça que j'ai fait des études de droit, ou est-ce que c'est les études de droit qui m'ont formaté comme ça? Je n'en sais rien, et à la limite, je m'en fiche. On va pas chercher ça, ouais. Voilà, je pense que j'ai un socle un peu comme ça. Un socle droit. Ouais, peut-être. Je pense qu'après, j'aime profondément l'interaction avec l'autre. Pas dans une logique de pure empathie, mais dans une logique de compréhension de l'autre et d'être moi-même challengé. Ouais. Le seul truc qui m'amuse dans la vie tout le temps, au travail comme en dehors du travail, c'est d'être exposé à des choses que je n'ai jamais vécues, découvrir, apprendre, etc. Et ça peut être des choses très triviales. Moi, le week-end, je passe mon temps à faire que des choses que je n'ai jamais faites, de jardinage, de bricolage, même des choses très ingrates, juste parce que je me dis, ah bah tiens, j'ai jamais fait. Donc je regarde des tutos sur YouTube et je me lance. Ok. Et j'ai la satisfaction aussi à la fin d'avoir appris un truc et d'avoir réussi. C'est bien aussi ce feedback positif qu'on arrive à se faire à soi-même, important. Bon, donc l'interaction aussi avec l'autre nourrit beaucoup, je pense, de la différence de parcours, de point de vue, etc. Et tout ça, je pense aussi, m'a aidé à construire mon propre socle de valeurs. Je pense que j'ai un petit fond, je ne sais pas si je dirais rebelle, parce que ça fait vraiment le chien flic qui est incontrôlable, alors c'est pas du tout, je suis un garçon très sage aussi, mais je ne m'attache pas à plaire à tout prix. Ah ouais, c'est ce que ce début, c'est que le jugement des autres, tu t'en fous un peu. C'est pas qu'on s'en fout. Non, tu t'en fous pas parce que du coup, tu t'adaptes beaucoup. Non, oui, je m'adapte beaucoup. C'est pas que je m'en fous, c'est que dès lors que ce que je fais est juste, que c'est utile au business ou aux collaborateurs, etc., que ça crée quelque chose de positif chez l'autre. D'accord. Que ce soit une solution conformiste, déjà vue, ou inédite, ou un peu décalée, ou etc., finalement, ça m'importe assez peu. Si ça coche toutes les cases précédentes, voilà, c'est plutôt ça ma boussole, en fait. D'accord. Canon.
Du coup, pour terminer, si je te demandais de faire un espèce de tuto d'authenticité pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu me dirais, t'en as déjà beaucoup parlé, mais si on du coup se met un peu de résumé, il y a des histoires de valeurs et des histoires d'introspection. Comment tu résumerais? Tuto d'authenticité. Je dirais, soyez vrai dans toutes vos aspérités. N'essayez pas de les gommer à tout prix. Donc, écoutez-les et admettez-les. Ouais, exactement. Admettez aussi que vous êtes imparfait. C'est juste le préalable au développement, en fait, de se voir tel qu'on est vraiment. N'ayez pas peur. N'essayez pas de plaire. Mais voilà, c'est souvent qu'on transforme la réalité. Ouais. N'ayez pas peur. Faites-vous confiance. N'essayez pas de plaire. Et en même temps, faites-vous confiance parce que ça autorise tous les possibles. Et doutez de tout en permanence. Ouais. Parce que ça permet toujours de se poser la question de est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que je me suis bien comporté ou je m'apprête à bien me comporter avec un tel ou une telle? Donc, faites-vous confiance dans ce que vous ressentez, dans votre instinct et dans votre analyse rationnelle de la situation. Moi, je fais toujours les deux, le rationnel et l'instinct. C'est très bizarre. Ouais. Et en même temps, douter tout le temps pour être sûr de bien valider votre choix. Écoute, merci beaucoup, Jérémy, pour cet échange. Je crois que c'était à la fois très humble et très sincère. Et je crois que, déjà, moi, j'ai appris plein de trucs. C'est rare d'avoir un RH qui se livre autant. Et encore une fois, merci, parce que c'est des temps d'entreprise qui sont toujours complexes. Et du coup, prendre le temps aussi de donner aussi des pistes, des manières de voir les choses différentes, c'est intéressant. Merci. Super. Merci à toi. C'était très, très inédit. Donc, ça coche la case, la nouveauté. Dans tes valeurs. Et c'est bien parce que ça pousse aussi à un travail même si c'est plutôt en mode interview, il y a aussi quelque chose qui relève de l'introspection et ça pousse aussi encore un peu plus là-dedans. Donc, c'est intéressant. Ça va te faire progresser, j'espère. J'espère. Merci, Jérémy. À bientôt. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode, mais avant de vous dire à la semaine prochaine, j'ai quelques détails à vous partager. Si vous voulez continuer la discussion avec les invités, vous pouvez aller directement sur LinkedIn. Je vous mets le lien du post dans la description de l'épisode. Si vous souhaitez me contacter pour des questions ou pour proposer de nouveaux invités, le plus simple, c'est de m'écrire directement dans la messagerie de LinkedIn. Ah, et une dernière chose, pour m'aider à supporter ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le plus efficace pour moi. À bientôt!